J'ai donc le plaisir d'accueillir ce soir le colonel Michel Goya, bonsoir. Bonsoir Marie-Aline. Consultant militaire pour LCI. Sylvie Berman, bonsoir. Ex-ambassadeur de France en Russie, en Chine et au Royaume-Uni. Richard Verly, bonsoir. Vous êtes journaliste, correspondant France-Europe pour le quotidien suisse Blick. Et vous êtes l'auteur de l'ouvrage Le bal des illusions, ce que la France croit, ce que le monde voit, aux éditions Bernard Grasset. Peut-être qu'on va voir apparaître l'ouvrage. Et Sergueï Girnov, bonsoir, ex-officier du KGB, spécialiste en renseignement. Vous aussi, vous avez écrit un livre. On va retrouver la couverture dans quelques instants. Le titre ? L'ombre des légendes. Ah, tout un programme. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans 18h Week-end pour parler du pari fou de Donald Trump. Recevoir Poutine aux États-Unis, en Alaska, une terre de l'ex-empire russe vendue à l'Amérique au 19e siècle à l'époque. Un choix stratégique sur lequel nous allons évidemment nous arrêter. Regardez ce que dit Donald Trump sur Truth. La rencontre très attendue entre moi-même en tant que président des États-Unis d'Amérique et le président russe Vladimir Poutine aura lieu vendredi prochain, le 15 août 2025, dans le grand État de l'Alaska. Le président américain convaincu qu'il a les cartes en main face au président russe. Écoutons. Est-ce la dernière chance pour la Russie d'instaurer la paix ? Je n'aime pas utiliser l'expression « dernière chance ». Vous savez, quand les armes à feu commencent à tirer, il est très difficile de les faire taire. C'est une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Elle n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. Il n'y a aucune raison pour qu'elle ait lieu. Mais je pense que nous approchons d'un accord. Ce n'était pas ma guerre, c'était celle de Biden. Est-ce la réunion de la dernière chance ? Ce qui est sûr, c'est que c'est un face-à-face inédit qui va donc se jouer sur le sol américain. Est-ce que vous comprenez ce choix ? Qui se lance ? Richard ? Oui. Colonel ? Sergueï Girnov ? Oui. Pourquoi ? C'est un choix pour casser l'Europe et casser l'Ukraine. Donc on a choisi l'endroit où l'Amérique et l'Asie se retrouvent, où se retrouve la partie asiatique de la Russie, où se trouve la partie pacifique de l'Amérique, d'ailleurs symbolique puisque c'est un territoire anciennement appartenant à l'Empire russe. Et donc on est face à la Chine, face à l'océan Pacifique, et l'Europe et l'Ukraine sont laissés de côté absolument 10 000 km plus loin. Sylvie Berman, parole d'ex-ambassadeur. Écoutez, du point de vue de Donald Trump et de Vladimir Poutine, c'est un choix intelligent, justement, parce que c'était la frontière entre les deux pays. Et d'ailleurs, les Américains avaient organisé une rencontre avec les Chinois. C'était pas un sommet, c'était les ministres des Affaires étrangères à Anchorage, il y a quelques années, pour essayer de trouver une formule de réconciliation. Ça s'était plutôt mal passé. La raison qui avait été évoquée, c'était celle-là, c'est que c'était, sur le plan logistique, plus facile pour les Chinois. Là, pour Donald Trump, il est chez lui. C'est vrai que symboliquement, ça a été un territoire russe qui a été vendu tout à fait normalement parce que les Russes considéraient que ça leur coûtait trop cher, que ça rapportait peu. Les Américains, à ce moment-là, il y a eu une presse catastrophique en disant « mais qu'est-ce qu'on a acheté trop cher ? C'était 7 millions de dollars, c'est un jardin de glace, c'est un frigidaire, etc. etc. » Je crois que maintenant, ils n'en sont pas contents. Donc, de leur point de vue à eux, c'est un choix, effectivement, tout à fait intelligent et original aussi. Trump reçoit sur ses terres et Poutine sera à 85 km de chez lui en franchissant le détroit de Bering. Richard Verly, votre quotidien Blick a fait un article sur les paris fous de Trump à travers ce sommet. Oui, alors j'entends bien ce que dit M. Girnov, mais est-ce que franchement ça aurait été un meilleur signal pour l'Europe si ça avait eu lieu à Abu Dhabi comme on l'évoquait au début ? J'en suis pas sûr du tout. Donc peut-être y a-t-il cette volonté, effectivement, de réunir un consortium russo-américain sur des terres qui sont tellement voisines entre les États-Unis et la Russie, mais de facto, il fallait organiser ce sommet rapidement. La décision, bon, peut-être qu'elle était déjà dans le tuyau, mais elle a été prise très récemment. L'Alaska permet d'offrir des garanties sécuritaires à Vladimir Poutine. Par ailleurs, il y a toute la question quand même de la Cour pénale
international, rappelons-le, que les États-Unis n'ont pas signé, donc ils peuvent recevoir Vladimir Poutine qui est poursuivi devant cette Cour pénale internationale pour crime de guerre. Donc, et il y aura une deuxième rencontre, en tout cas si l'on croit ce qui a été publié, en Russie cette fois. Donc je ne sais pas s'il s'agit effectivement de casser l'Europe et de l'Ukraine. Alors on a tous du souci à se faire. Il faut espérer que d'autres considérations aient amené à choisir ce lieu. Colonel. Oui, bon, tout a été dit. On est à la frontière en réalité entre les deux empires. On est à la frontière aussi économique. C'est une région très importante économiquement pour la Russie. La grande route du Nord, le cercle polaire, c'est 20% du produit intérieur brut russe. C'est quelque chose de très important, qu'il devient aussi pour les États-Unis. Donc le lieu plutôt habile des deux côtés. C'est maintenant, il faut voir concrètement, le plus important, c'est quand même ce qui va se passer dans quelque chose qui tend à ressembler à une sorte de Yalta, de réunion des grandes puissances qui vont discuter un peu du sort d'autres qui ne seront pas présents. Et il faut voir ce qui va en sortir. Dans tous les cas de figure, pour l'instant, dans l'immédiat, c'est de la part de Vladimir Poutine quand même plutôt un succès. C'est-à-dire qu'il a répondu par de fausses concessions à une pression un peu molle de Trump. Il n'a toujours rien concédé. Il a obtenu une rencontre au sommet avec Trump, donc avec le président des États-Unis, ce qui, il y a quelque temps, était quand même quelque chose d'assez inconcevable. Donc voilà, il se place au niveau qui lui paraît être le sien. Et à partir de là, on va voir ce qui va en sortir. Mais je suis quand même assez pessimiste sur la suite, et notamment pessimiste pour l'Ukraine et les pays et les Européens. Et justement, Sergueï Girnov, on peut revoir la carte. Alors, c'est pas tout à fait à mi-chemin, mais on va dire qu'on est entre Moscou et Alaska, 7000 km, et entre Washington et Alaska, 5500 km. Mais c'est pas vraiment un terrain neutre, symboliquement, l'Alaska. Non, c'est pas neutre du tout. En fait, c'est sur le sol américain. Donc, du coup, c'est Poutine qui a gagné, clairement. C'est ce que je dis depuis 3 jours. Poutine est en train de gagner tous ses vœux, parce que en fait, il voulait avoir la rencontre en face à face avec Donald Trump. Il voulait se positionner en tant que superpuissance face à l'Amérique. La Russie n'est pas une superpuissance. La Russie est un nain économique. Les seuls 2 caractères de superpuissance que la Russie garde encore, c'est le territoire. C'est un énorme territoire. C'est le plus grand pays du monde. Plus l'arsenal nucléaire soviétique que la Russie a modernisé tant bien que mal. Mais pour le reste, la Russie n'est pas une superpuissance, contrairement à l'Union soviétique. Parce que la Russie ne propose aucun modèle universel au monde. En fait, le seul modèle, c'est adorer Poutine, le régime poutinien, et vous serez bien. Mais la chose la plus difficile pour nous d'avaler, si vous voulez, cette histoire, c'est que Trump a fait soi-disant une pression sur Poutine en proclamant une sorte de pression sur 50 jours, puis après réduite, etc. Il a proclamé que vendredi 8, il ferait les sanctions sur la Russie si Poutine ne concluait pas accord avec l'Ukraine. Poutine n'a rien conclu et Trump le rencontre. Donc en fait, c'est un cadeau et en réalité, c'est une perte énorme de Trump. Parce qu'à la limite, cette rencontre, Poutine la voulait tellement que Trump aurait dû négocier. Vous savez, il y a 40 ans, Trump a écrit le livre qui s'appelle « L'art de négocier ». Et en fait, il se comporte comme quelqu'un qui ne sait négocier absolument pas. Le 12 février, c'est lui qui appelle Poutine, c'est lui qui lui cède tout de suite, sans aucune négociation, tout. Et là, encore un cadeau à Poutine. C'est un désastre. Écoutez justement ce que dit la télévision russe à propos de la Russie et de son lien avec l'Alaska. Nous avons l'habitude de récupérer ce qui nous appartient et nous continuerons toujours à le faire. Les 7,2 millions de dollars pour lesquels notre Alaska a été vendu ne représentent pas une somme énorme. Nous pouvons trouver cette somme et la proposer à nos partenaires américains afin qu'ils envisagent de nous rendre l'Alaska. C'est un excellent plan. L'Alaska, c'est l'État que Poutine veut récupérer ? Non, mais ça, c'est une plaisanterie habituelle chez tous ces propagandistes. Ils ne veulent pas le récupérer. Ils n'en voulaient pas.
C'est pas parfois c'est extorqué par les États-Unis, par un autre pays, mais c'est les Russes qui voulaient s'en défaire, donc il n'en est pas question. Mais ils rappellent que ça leur appartenait. Si, actuellement, parce que vous avez un mouvement nationaliste russe qui met les pancartes dans les villes. Alaska Nasha, l'Alaska est la nôtre. Et vous avez Poutine, vous avez la Cour suprême de Russie qui, il y a 2 ans, il y a 3 ans, en 2022, en mai 2022, a reconnu ce traité de vente de l'Alaska aux États-Unis non conforme au droit international. Donc la Cour suprême de Russie, a voté, enfin a adopté cette décision. Et Poutine, je vous rappelle, il y a 1 semaine ou il y a 2 semaines, a dit là où le pied d'un soldat russe se pose, c'est à nous. Et donc en fait, c'est pas du tout neutre. Mais en tout cas, ils l'ont. Alors moi, je ne parle pas d'aujourd'hui. En 1867, ils l'ont vendu parce qu'ils n'en voulaient pas. Et les Américains n'étaient pas très chauds. L'opinion publique américaine n'était pas très chaude. Donc je pense que tout ça fait partie de cette propagande habituelle. Mais effectivement, c'est pas complètement neutre. Mais du coup, je ne sais plus quelle était votre question. C'était sur est-ce que c'est bien l'État qu'il rêve de récupérer ? Et vous disiez qu'on joue là-dessus à la télévision russe. C'est du fantasme. Là-dessus, tout à fait. Mais bon, ils vont pas récupérer. Sur l'Ukraine, on disait la même chose. Par rapport à la Crimée, on disait la même chose il y a 30 ans. Il faut toujours se méfier avec Vladimir Poutine. Les Kazakhs sont très méfiants parce qu'on dit la même chose sur le Kazakhstan. On dit la même chose sur les Pays-Baltes. On dit la même chose sur la Finlande. On dit la même chose sur la Pologne. Vous savez, quand... On y reviendra justement sur Poutine et les guerres, là où les guerres qu'il prépare demain. Sur cette rencontre, selon nos confrères de CBS, qui citent un haut responsable de la Maison-Blanche, la présence de Zelensky à ce stade n'est pas totalement exclue. La planification du sommet de vendredi prochain est encore fluide et il est toujours possible que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, soit impliqué d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ça vous semble probable, Richard Verly ? Probable à ce stade, non. Possible, oui. Oui, c'est possible. Il est possible que Donald Trump décide de convier Zelensky sous un format à définir, je ne sais pas du tout lequel, parce que de toute manière, si Zelensky assiste à ce sommet, ce sera porté au crédit de Donald Trump. Ce sera Trump qui aura obtenu la fameuse rencontre entre Zelensky et Poutine, sachant que Zelensky s'est dit d'accord pour cette rencontre depuis déjà un moment. Donc je n'exclus pas, à titre personnel, sur la base de ce que je lis, j'exclus pas que ce soit possible. Est-ce que c'est probable, quand on regarde les déclarations des uns et des autres? On peut penser que non, parce que déjà beaucoup de discussions ont été engagées, semble-t-il, sur la cession de territoire et sans en référer au président ukrainien. Mais Trump aime les coups de théâtre, et les coups de théâtre télévisuels et médiatiques, celui-là, ce serait un sacré coup de théâtre. Et je dois vous dire que ça peut être un piège. Ça peut être un piège terrible, comme le 28 février de cette année, lorsque Zelensky a été piégé à la Maison-Blanche. En fait, là, ça risque de se passer exactement de la même manière. Ça veut dire, entre Trump et Poutine, qui, eux, décident de sortir de l'Ukraine, Zelensky peut se retrouver seul, moqué des deux côtés, enfin, pressé des deux côtés. Et en plus, il sera hors sol. Il sera sur le sol donc à 8000 km ou 9000 km de l'Ukraine et bien évidemment sans la présence européenne qui le conforte. C'est pour ça d'ailleurs il passe son temps aujourd'hui à échanger avec quasiment toute l'Europe occidentale, mais sa présence donc à Anchorage peut être un piège. Sylvie Berman. Oui, c'est tout à fait possible. En même temps, il lui demande à être présent. Donc, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire pour lui, c'est inacceptable de ne pas y être et c'est dangereux d'y être. Ça, je reconnais totalement que se trouvant face à Vladimir Poutine et Donald Trump, il ne sera pas en position favorable. Encore faut-il, dans ce face-à-face entre Trump et Poutine, que le président russe accepte qu'il y ait Zelensky, qu'il préférerait voir quitter le pouvoir. Oui, bien sûr, il a toujours refusé de le rencontrer. Donc ce serait quand même une grande surprise si Zelensky pouvait assister à ces réunions. Mais dans tous les cas de figure, il aura qu'il soit présent ou pas, il y aura une très forte pression sur lui. Et dans tous les cas de figure, et c'est lui qui est en position de faiblesse dans cette situation. Donc soit il sortira un mauvais accord que l'Ukraine probablement refusera sur place,
ou un mauvais accord que l'Ukraine refusera après, mais les choses sont quand même très mal engagées. Pour dire simplement, moi le sentiment que j'ai, c'est qu'on est sur quelque chose qui ressemble plus, par exemple, aux négociations entre Kissinger et le duc Tho sur le Vietnam, qui est une négociation de désengagement américain plutôt que de résolution du conflit. Donc là, ce qui va sortir, c'est très certainement une proposition de paix très en faveur de la Russie, que l'Ukraine ne pourra jamais accepter, probablement, mais qui permettra aux Américains de dire, écoutez, nous on a fait ce qu'on a pu, à Trump de dire, voilà, moi j'ai fait le maximum, donc maintenant, s'il n'y a pas la paix, c'est la faute de l'Ukraine, et puis moi je m'en désengage. Vous savez, on peut être étonné, parce qu'actuellement, nous passons notre temps à dire Trump et Poutine vont se rencontrer pour régler la question de l'Ukraine. Ils vont aussi, et ça c'est très probable, à cet endroit-là, régler leurs relations à eux. Parce qu'en fait, ce sera beaucoup plus logique. Parce qu'ils sont sur l'Alaska, ils sont face au pôle Nord, ils sont face à l'Asie, à la Chine, face sur les routes maritimes qui sont importantes. Ils peuvent se dire, écoutez, on règle nos problèmes à nous, on est content de rétablir notre relation. Donc, le président américain me reçoit sur le sol américain. Pour la première fois, ça fait 10 ans que Poutine n'a pas mis les pieds sur le sol américain. Donc, c'est la première fois depuis 10 ans. C'est le premier président russe, même soviétique, et même, je crois, les tsars, enfin, n'ont jamais mis les pieds à l'Alaska. Donc, ce sera une grande nouvelle. Et ils peuvent très, très bien dire, écoutez, finalement, l'Ukraine, on l'oublie, on verra une autre fois. Et en plus, il y aura la possibilité pour Poutine de faire, comme on dit en Géorgie, à la Verdi, ça veut dire recevoir Trump après au retour. Si Zelensky n'obtient pas le 15 août, ou dans la foulée, une rencontre avec Trump et ou Poutine, il sera plus que jamais le dos au mur, écrit Blick, votre quotidien, Richard. C'est moi qui l'ai écrit l'article. Ah, carrément, je vous cite. Sauf que la marginalisation de celui-ci est voulue par la Russie, qui avait tenté de tuer évidemment Zelensky au début de la guerre. Les deux hommes ne s'en cachent pas. Ils veulent voir Zelensky quitter ses fonctions. Le pari de Trump, accélérer cette mise à l'écart. Oui, alors ça, c'est un autre élément. C'est-à-dire qui est un élément, je dirais, dissocié en quelque sorte de sa présence ou qui pourrait être accéléré par sa présence. C'est-à-dire que ce qui me paraît un peu près sûr, c'est que si on s'orientait vers un arrêt des combats, je ne parle pas de paix, je parle d'arrêt des combats, sous une forme ou sous une autre, et sans doute sans garantie internationale, ça paraîtrait, c'est sans doute ce que veut Poutine. Une des revendications immédiates des deux hommes va être une élection en Ukraine. Parce que tous les deux veulent objectivement se débarrasser de Zelensky. Et tous les deux estiment que le climat politique en Ukraine, encore une fois, si les combats s'arrêtaient et la loi martiale était levée, que le climat politique en Ukraine permettrait de se débarrasser de Zelensky dans les urnes. Et c'est vrai que si vous regardez aujourd'hui la situation politique ukrainienne, les sondages, etc., l'impopularité de Zelensky commence à être assez forte. Ce qui s'est passé récemment autour des agences anticorruption a encore accru cela. Donc moi, ce que je redoute, c'est que très vite, il y ait une exigence sur une élection à laquelle les Européens seront obligés de dire oui, parce qu'on ne dit pas non à une élection. Et même en pleine guerre, est-ce que ça a du sens ? Non, si les combats s'arrêtaient. J'ai bien dit si les combats s'arrêtaient. Là, je suis malheureusement pas d'accord avec votre point de vue par rapport à ça. Parce que d'abord, Zelensky est très populaire en Ukraine. Il a baissé à cause de cette histoire de Naboo et SAP, mais il a baissé de 65% à 58%. Donc, nommez-moi un président ou un Premier ministre dans le monde qui serait aussi populaire dans son pays. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je vous rappelle qu'après le 28 février, lorsque Trump et Poutine Trump l'a attaqué, et puis après Poutine a exigé, et Trump a exigé l'élection de Zelensky, qui a été refusée tout simplement se basant sur la constitution ukrainienne. Zelensky a gagné 15%. Donc, en fait, miser sur l'élection en disant on va se débarrasser de Zelensky, c'est une faute capitale politique à l'intérieur de l'Ukraine. Sylvie Bermann, je voulais réagir. Oui, il est quand même assez impopulaire dans certaines franges de la population, en particulier les jeunes. Mais indépendamment de cela, beaucoup d'Ukrainiens disaient, et y compris des proches, on est tout à fait conscient
qu'un dirigeant en temps de guerre n'est pas le dirigeant en temps de paix. Et il pensait aussi à Churchill, qui avait gagné la guerre et qui n'a pas été élu. Donc beaucoup d'Ukrainiens pensent ça aussi. Maintenant, il ne suffit pas simplement d'un arrêt des combats pour organiser des élections. Il faut d'autres conditions, il faut la démobilisation. Donc, c'est pas pour demain. Et juste une petite remarque. L'homme le plus populaire actuellement politiquement, c'est Zaloujny. Est-ce que vous croyez que Zaloujny, s'il est élu président de l'Ukraine, il va faire les concessions à Poutine et à Trump? À mon avis, Zaloujny, en tant qu'ancien chef d'état-major et puis après des forces armées ukrainiennes sur le champ de bataille, homme très populaire, il risque d'être encore plus légitime et beaucoup plus fort en fait face à eux. Il sera sur une ligne beaucoup plus dure et encouragé par une grande partie des Ukrainiens qui ne veulent pas voir ces terres surtout les militaires, parce que pour les militaires, on va revenir à cette question, céder les terrains. En fait, la population peut être là, mais les militaires, vous imaginez les 3 années et demie de perdre 100 000 personnes par les champs de bataille, et puis après leur dire, bon, bah, ça ne coûte rien, donc vous pouvez les céder. Ça, aucun homme politique en Ukraine ne pourra se faire accepter sur ce terrain-là. Alors justement, l'Ukraine sera-t-elle sacrifiée sur l'autel de ce sommet? La question est posée alors que, comme vous l'avez dit, Washington avance l'idée d'un échange de territoire entre Moscou et Kiev pour faire taire les armes. Écoutons le président américain. Vous parlez de territoires qui ont été disputés pendant 3 ans et demi. Beaucoup de Russes sont morts, beaucoup d'Ukrainiens sont morts. Nous examinons donc la situation. Nous cherchons à en récupérer certains, à en échanger d'autres. C'est compliqué. Ce n'est vraiment pas facile. C'est très compliqué. Alors, allons plus loin. Quelle est la carte que Trump et Poutine ont en tête? C'est ce que nous allons voir justement avec vous, colonel, carte à l'appui. Première carte, état des lieux à l'heure où nous parlons. Vous savez que Vladimir Poutine a annexé, même si ce n'est pas reconnu, les 4 oblasts, Louhansk, Donetsk, Zaporijjia et Kherson. Et Crimée, c'était depuis 2014. Mais le seul oblast qu'il contrôle réellement sur le terrain, c'est Louhansk, contrôle à 100%. Et en orange, ça montre sur le terrain la partie de chaque oblast qui est contrôlée par l'armée russe. 69% du territoire à Donetsk est contrôlé par l'armée russe, 72% du territoire à Zaporijjia, 72% à Kherson. Et si on regarde sur la deuxième carte, si on fait un zoom sur évidemment uniquement le Donbass, Poutine est prêt à un cessez-le-feu, selon la presse américaine, s'il garde uniquement les 2 oblasts de Louhansk et de Donetsk, que vous voyez, il ne contrôle pas entièrement, puisque c'est uniquement la zone en trait orange qui montre que les troupes russes ont réussi à capter cette terre. Pourquoi il se concentre uniquement sur ces 2 oblasts, mon cher colonel? Parce que le Donbass, c'est le minimum de ce conflit. Il ne faut quand même pas oublier que le prétexte de ce conflit, du côté russe, c'est quand même la défense du Donbass. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on l'a évoqué, la Russie revendique ces 4 oblasts, considère maintenant qu'ils sont russes, de son point de vue, et donc il s'agit maintenant de les libérer, en réalité, complètement. Et dans ce cadre-là, alors très techniquement, reconquérir complètement ou conquérir complètement l'oblast de on peut revoir Kherson. La première carte, justement. Oui, s'il vous plaît. Oui. De Kherson, mais militairement, c'est extrêmement difficile, ne serait-ce que parce qu'il y a le Dniepr, qui est un obstacle majeur, donc c'est extrêmement, militairement c'est compliqué. Zaporijjia aussi, un peu moins, mais c'est aussi très compliqué. Concrètement, et c'est d'ailleurs là que se concentrent les efforts, ou en termes militaires on appelle ça l'effort, l'immense majorité des attaques ont lieu dans le Donetsk. Et particulièrement, on peut revenir... Voilà, on revient sur la carte 2, justement, le zoom sur le Donbass. S'emparer complètement du Donetsk, c'est s'emparer de Pokrovsk au sud, et puis au nord, vous voyez Kramatorsk, mais en fait il y a Sloviansk, ça va de Sloviansk à Konstantinivka, c'est un véritable bastion urbain, une forteresse urbaine qui est là et qui est devant, qui est tenue par les Ukrainiens depuis 2015 en réalité, et il n'est évidemment pas question pour les Ukrainiens d'abandonner ça. Ils se battent depuis 3 ans là-dessus, ils ont des dizaines de milliers de morts. Et pour le dire simplement, en réalité, ils ne sont pas dans une situation
Ils ne sont pas aux abois, ils ne sont pas dans une situation où ils sont le couteau sous la gorge, où ils sont obligés de faire. Non, il y a annoncé d'un seul coup qu'ils doivent évacuer toute cette région. Qui tiennent, même s'ils reculent petit à petit, mais ils tiennent. Ce serait, d'abord, c'est inacceptable, et même si c'était accepté au niveau politique, je pense que les militaires n'accepteraient absolument pas. Sans oublier on parle des militaires, mais il y a quand même des populations qui sont encore là. Vous avez encore des centaines de milliers de gens qui sont là, donc ça veut dire on va abandonner ces centaines de milliers de gens à l'occupation russe. Comme ça, quand on voit ce que c'est l'occupation russe, non, c'est absolument inconcevable. Donc je pense, c'est présenté par les Russes, sachant très bien que ce ne sera jamais accepté par les Ukrainiens. Et donc, ça permettra de dire, écoutez, nous, on était prêts à faire une petite concession, peut-être, en se contentant de ce territoire. Mais en réalité, ils savent très bien que jamais, absolument jamais, en l'état actuel des rapports de force, en tout cas, les Ukrainiens n'accepteront de quitter volontairement toute cette région pour laquelle ils se battent. Voilà, on voit bien que toute cette région reste encore à conquérir. Et les Ukrainiens tiennent encore. Voilà, et encore une fois, ils ne sont pas aux abois. C'est-à-dire que même si rien ne changeait, si on continuait dans la tendance actuelle, il faudrait des mois, peut-être jusqu'en 2026, pour que les Russes parviennent à s'emparer de cette région. Donc, si vous voulez, il n'y a aucune raison, en réalité, que les Ukrainiens acceptent de lâcher ce territoire aussi facilement. Quant à imaginer des échanges, on voit pas très bien d'ailleurs ce que les Russes accepteraient d'échanger. Je rappelle qu'il est interdit d'échanger, de céder du territoire russe. Or, tous ces oblasts, ils sont officiellement russes. À la limite, si on pouvait revenir à la première carte, oui. Je pense que dans le panier, les Russes diraient, allez, peut-être, vous voyez, des petites taches rouges. Oui. Kharkiv, Soumy. Bon, ça, oui, ok. Allez, ça, on est sympa, on lâche. Voilà, les petits terrains au nord de l'Ukraine, à la frontière avec la Russie, Poutine pourrait les donner. Oui, probablement. Parce que ça ne lui coûte pas grand-chose. Ça ne coûte pas grand-chose. Et puis, en disant, voilà, nous, on veut reprendre nos territoires légitimes en échange. Bien sûr, non, mais tout ça, c'est du poker menteur. Évidemment, ça n'a pas la moindre chance d'aboutir en l'état des choses. Troisième et dernière carte. Certains font la comparaison entre le Donbass et ce que la France aurait pu céder pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous pensez que cette comparaison est pertinente, colonel ? On aurait pu faire notre carte, montrer la France occupée, par exemple. Ça revenait à peu près sensiblement à la même chose. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas de figure, à la limite, les Russes peuvent peut-être s'emparer de ça par la force. Et imposer une paix, un peu comme la France, comme l'Allemagne avait imposé l'annexion de l'Alsace-Lorraine par la force. Mais tout ça, c'est, dans tous les cas de figure, c'est porteur d'une guerre future. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation où il n'y aura pas de paix durable, pour le dire concrètement. Dès que les Ukrainiens auront peut-être l'occasion de repartir à la charge et de libérer ces territoires, ils le feront. Donc on est, dans tous les cas de figure, condamné dans cette région à un état de tension, en tout cas minimum, mais peut-être de guerre permanente. Ce sera un front en sommeil, enfin plus ou moins actif, pendant des années. C'est passionnant, colonel. On poursuit ce débat avec vous et avec nos experts en plateau. Richard Verly, comme le disait le colonel Goya, c'est inacceptable ce découpage pour les Ukrainiens. Moi, je suis toujours très prudent. C'est inacceptable, mais la paix, de toute manière, la vraie paix, la paix durable, elle devra se faire sur la base d'un compromis dont une partie sera territoriale. Je parle sous le contrôle de l'ambassadrice. Il me semble qu'à un moment donné, je ne sais pas sous quelle forme, sous quelles conditions, mais l'Ukraine devra accepter un compromis territorial avec la Russie. Est-ce que c'est maintenant ? Est-ce que c'est celui que veut Vladimir Poutine ? Non, à l'évidence, le colonel Goya a raison. Mais de là à imaginer que l'Ukraine puisse sortir de cette guerre sans faire de concessions territoriales, et des concessions territoriales sans doute supérieures à ce que est prêt aujourd'hui Volodymyr Zelensky, même si officiellement il refuse tout, oui. Il y a sans doute des plans, il y réfléchit. Je me dis que de toute manière, il y a un compromis. Et là, il y a aussi une symbolique dont on n'a pas parlé, c'est que l'Alaska, territoire acheté à la Russie. Alors on a vu, je crois, quelques informations dans la presse polonaise parlant de location de ces territoires par la Russie à l'Ukraine. Bref, en tout cas, pour moi, de ce que je comprends de la diplomatie et de la situation sur le terrain,
il me semble qu'à un moment donné, le compromis territorial sera obligé si l'Ukraine veut sortir de cette guerre pour embrasser un autre destin que celui d'un pays assiégé par la Russie. Mais on est d'accord à ce stade que Zelensky, de toute manière, ne peut rien signer face à Trump tant que l'idée n'est pas validée par le Parlement ukrainien. Oui, mais c'est ça qui est très difficile en fait pour Volodymyr Zelensky. Il sait qu'il devra faire des concessions territoriales parce que l'Ukraine est dans une position difficile sur le plan militaire. Mais c'est pas lui qui peut en prendre l'initiative parce que sinon il a une opinion publique. Il y a effectivement la Rada, le Parlement ukrainien, qui le lui reprochera. Et donc c'est extrêmement difficile pour eux. À une époque d'ailleurs, certains Ukrainiens disaient la seule solution, c'est que quelqu'un de plus puissant, et donc les États-Unis, nous contraignent à le faire. Mais encore une fois, c'est une décision extrêmement difficile et pour le moment, il ne peut pas accepter. Mais in fine, il y aura effectivement des concessions territoriales. À quel niveau, c'est impossible de le dire pour le moment. Alors, soutenu par une grande partie, je le disais, de l'opinion publique ukrainienne, même s'il a baissé un peu dans les sondages, Volodymyr Zelensky se montre ferme jusqu'ici. Les Ukrainiens n'abandonneront pas leurs terres aux occupants, dit-elle. Il parle évidemment des Russes. Et écoutez ce que dit Oleksandr Syrski, qui est désormais le commandant en chef des forces armées ukrainiennes. La guerre doit se terminer de manière avantageuse pour nous et nous devons tout faire pour y parvenir. C'est-à-dire que nous devons vaincre et non battre en retraite. Nous devons détruire l'ennemi. Nous devons lui infliger des pertes telles qu'il est obligé d'accepter la fin de cette guerre. Et il devra mettre fin à cette guerre non pas en position de force, mais selon nos conditions. C'est très important pour nous à l'heure actuelle. Kiev fera le choix de la guerre ? Et c'est ça le problème. Le plus grand problème, c'est que Trump, déjà, ne comprend absolument pas ça. Pour Trump, c'est pas une guerre d'agression de Poutine contre la victime, l'Ukraine. Trump se fiche complètement du droit international. Trump se fiche complètement de la justice et de la justesse de cette guerre. Il pose son action pacifiste, entre guillemets, dans le truc. Vous perdez les hommes, la guerre est ridicule, la guerre est stupide, il faut l'arrêter, etc., etc. Et donc, en fait, pour l'Ukraine, c'est une guerre d'existence. Pour l'Ukraine, c'est une guerre existentielle. Pour la Russie, absolument pas. Tous les collègues qui disaient Poutine c'est une guerre existentielle, je vous rappelle que la Russie actuellement compte 17,5 millions de kilomètres carrés dont ils ne savent pas quoi faire de 8/10 de ce territoire. Il est sous-développé. La Russie est un nain économique. Et donc, en fait, ce n'est pas une question de territoire. Pour l'Ukraine, si. C'est une question d'existence. Vous savez, il y a autre chose aussi. C'est qu'en fait, pour l'échange des territoires, vous avez mentionné, il y a les petits bouts, donc à Soumy, à Kharkiv, et un tout petit peu dans la région de Kharkiv face à la région de Lugansk, que Trump voudrait négocier, ça veut dire en fait il négocie les terres ukrainiennes contre d'autres terres ukrainiennes. Eh oui. Ça veut dire que, regardez, dites-moi quelle est la concession de Poutine. Non seulement c'est un agresseur, et en fait, dans la carte que vous avez montrée, vous voyez le truc orange, oui. En fait, c'est le territoire qui était là en 2022, avant la guerre. Ça veut dire que ça, c'est le territoire qui était occupé par les Russes à partir de 2014. Et donc, regardez à Donetsk. En 3 ans et demi, oui. Ils ont progressé de seulement le territoire qui est plus foncé. Oui. Ça veut dire que pour reprendre par l'armée, par la guerre, le reste du territoire, il le faudra non pas quelques mois, mais il le faudra 10 ans, en fait, à l'effort actuel. Et il y a autre chose. Vous avez vu déjà Syrski, c'est ce que je vous ai dit. Oui. Les militaires, ils n'accepteront pas. Il ne met même pas en question et dit nous allons conquérir tout. Bien évidemment, nous ici, on dit c'est une position complètement irréaliste. Ils n'ont pas les forces de combattre la Russie progresse, mais ils ne peuvent pas dire autre chose que ça. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, on l'a évoqué déjà il y a 2 jours, je crois, il y a quand même encore le droit international qui existe dans le monde, tant qu'il existe. Enfin, sur le papier, bien évidemment, on est sceptique par rapport à ce que peuvent les Nations Unies, ce que paie le droit international, mais je vous rappelle qu'il y a quand même cette convention de Genève de 1969 sur le droit des traités, et donc qui est reconnue par 116 pays
qui sont membres des Nations Unies. Et l'article 52 de cette convention dit tout ce qui est gagné par la force ou par la menace de la force est illégitime au droit international. Ça veut dire que n'importe quel accord qui est signé, il est nul et non avenu selon la Convention de Vienne de 1969. Donc soit il faut la dénoncer, cette convention, dans le monde entier. Il faut que 116 pays disent on s'en fiche maintenant de cette convention. Ou sinon, si elle existe, tout ce que Trump veut proposer, tout ce que Trump va signer avec Poutine, tout ce que Zelensky va signer avec Trump ou Poutine, c'est nul et non avenu aux yeux de droit international. Richard Verly, ensuite Lieberman. Non, je parle sous le contrôle d'experts, y compris vous, mais ce que viennent de signer à Washington l'Azerbaïdjan et l'Arménie, il me semble que ça a été obtenu par la force. Oui, mais sauf que le territoire était souverain sur le sol azerbaïdjanais. Et d'ailleurs, c'est très bien que vous parliez de ça. Parce que là, Trump a gagné un coup contre Poutine. Là, il vient de signer un énorme... C'est dommage qu'on n'en parle pas. Parce qu'en fait, c'est une énorme avancée. Poutine a réussi à se fâcher avec deux pays qui sont ennemis. Donc, il s'est fâché avec l'Arménie, il s'est fâché avec l'Azerbaïdjan. Et là, Trump a obtenu l'accord entre les deux. Et vous savez ce que Aliyev a dit il y a 2 semaines, quand il y a un journaliste ukrainien qui lui a posé la question par rapport au terrain qui était occupé par les Arméniens. Quel conseil donner aux Ukrainiens? Il a dit « N'acceptez jamais l'occupation de vos sols ». Justement, Kiev qui poursuit sa stratégie de frappe, notamment sur les centres stratégiques sur le territoire russe. On peut regarder ces images à Krasnodar en Russie. C'était il y a 2 jours, colonel Goya. Le symbole est toujours là, frappé sur le territoire russe pour rappeler que les Russes, eux aussi, vivent sous la menace des bombardements. Mais est-ce que c'est vraiment efficace ? Oui, c'est efficace. Militairement, c'est efficace. C'est-à-dire que toute cette campagne de frappe alors là, on voit... il y a 2 types de frappes. Il y a les frappes sur des objectifs militaires à l'arrière, sur des dépôts, sur les centres de commandement, sur des choses comme ça. Et puis, il y a des frappes un peu plus... ou sur des bases qui sont très... Ça, c'est efficace. Ça fait mal et ça ralentit la machine de guerre russe à l'avant. Et puis, vous avez une autre campagne de frappe, en particulier sur une infrastructure énergétique. Donc là aussi, c'est un effet militaire, mais c'est aussi un effet économique. Et puis je dirais, c'est aussi un effet médiatique, parce qu'on voit des images et c'est toujours très spectaculaire de voir des régions, des raffineries qui brûlent. Donc ça porte effectivement le fer à l'intérieur de la Russie. Au passage, ils font ça avec des moyens ukrainiens, il faut quand même le rappeler, et que ce serait infiniment plus puissant, plus efficace si, par exemple, ils disposaient de missiles Tomahawk, des choses comme ça, un peu plus puissants. Mais bon, ça leur est interdit. Mais c'est parmi les armes dont les Ukrainiens disposent actuellement pour au moins user et ralentir la machine de guerre russe. Donc ça marche. Et voilà, c'est un de leurs atouts. Après, c'est comme disait le général Siski, ne parlait pas de reconquérir les territoires. Ils évitent ce terme parce qu'ils savent que c'est quand même très compliqué pour eux de libérer tous les territoires occupés par les Russes, mais au moins d'épuiser, d'affaiblir et d'arrêter au moins cette armée russe. Et à partir du moment où l'armée russe ne peut plus progresser du tout, là, peut-être qu'effectivement, les Russes seront un peu obligés d'arrêter les combats, puisque ça ne leur servirait plus à rien et que chaque jour qui passe rajouterait même des pertes supplémentaires. Sylvie Berman. Oui, c'est probablement les meilleures cartes, effectivement, des Ukrainiens, d'affaiblir l'effort de guerre russe, de porter atteinte également aux exportations de pétrole, et puis de porter la guerre en territoire russe pour qu'il y ait éventuellement des réactions des populations. C'est à ce stade-là leur meilleure carte. Maintenant, ça n'a pas encore changé le cours de la guerre et n'a pas affecté les pressions russes sur le front. Il y a encore un aspect qu'on n'a pas mentionné. C'est un aspect, tout le monde voit que les Ukrainiens frappent les cibles militaires, clairement militaires. Bon, ça leur arrive aussi quand les drones sont abattus, que ces drones tombent sur les endroits habités, mais principalement les frappes visent vraiment les cibles militaires ou économiquement qui ont des répercussions sur la guerre, y compris les usines militaires, y compris des aérodromes stratégiques. Vous vous souvenez de cette opération extraordinaire, la toile d'araignée, etc. Et face à ça, il y a Poutine
qui, lui, détruit les civils, les hôpitaux et donc les cibles civiles en Ukraine. Et donc, bien évidemment, l'Ukraine gagne aussi en image internationale, à tel point que Donald Trump a dit « Ma femme Melania me gronde parce que moi, je lui raconte qu'avec mon ami Poutine, j'ai des conversations extraordinaires. » Et elle me dit « Écoute, lui, dans ton dos, après, il bombarde les pauvres civils. »